Bonjour et bienvenue dans la suite de ma lecture suivie de ce livre assez extraordinaire, Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq. Nous allons aujourd'hui entrer dans les ruines de Sagra. Je vais donc lire ce chapitre, le 4e du livre, et sans plus tarder, me lancer avec parfois quelques commentaires si j'en ai envie, dans la lecture donc de ce chapitre. Fabrizio me réveilla en entrant dans ma chambre le lendemain de bonne heure, l'air ironique et entendu. « Tu me vois pantelant après les détails de cette expédition nocturne. Il paraît que vous avez fait buisson creux. » Cette fanfare matinale m'était désagréable. De cette nuit embrouillée, je ne sentais décidément rien à dire à Fabrizio. Il y avait trop de murs à abattre. Au diable, Fabrizio, respecte au moins le repos des gens qui s'adonnent à des occupations sérieuses. Va-t-on jouer? Laisse-moi dormir. Fabrizio n'était pas décidé à quitter le terrain. Pelotonné maussadement derrière les couvertures contre l'air piquant avec la plus franche hostilité, je l'observais qui voletait dans la pièce, ouvrait les fenêtres sur le matin glacé, parcourait du regard les cartes des Syrtes jetées sur ma table. Brrr! Il ne fait guère chaud chez toi, Aldo. Du travail fignolé, je vois. C'était positivement passionnant, j'en suis sûr. La ligne des patrouilles, accentua-t-il d'un ton emphatique en fixant la carte curieusement. Je pense bien qu'avec Marino, vous n'avez pas risqué de la passer. Vous n'avez pas dû vous écarter beaucoup de la côte, lança-t-il en levant le nez d'un air rusé. Marino sait ce qu'il a à faire et se passe des conseils d'un gamin comme toi. Ferme cette fenêtre, Fabrizio, ferme-la ou je fais du scandale. Tu veux ma mort, je pense. Je dors, entends-tu? Je dors. Je pense que je vais te jeter dehors, ajoutai-je d'une voix sans conviction. Te jeter dehors, l'aimable frère. Bon. D'ailleurs, comme tu voudras, nous avons tout le temps. Tu me raconteras ça tout à l'heure, tout en marchant. J'ai autant envie de marcher ce matin que de me pendre, c'est sûr. Fabrizio, fixe bien cette porte. Tu la vois? Fabrizio consulta sa montre. Il nous reste un petit quart d'heure pour la passer ensemble, ou nous allons être en retard. Tu ferais aussi bien de te dépêcher. Une fois pour toutes, va-t'en au diable. Fabrizio haussa les yeux et les épaules d'un geste emphatique excédé. Enfin, Aldo, tâche tout de même de rappeler tes esprits. C'est ce matin la cérémonie. La perspective sans agrément d'avoir à me lever devenait en effet imminente. Marino, sur un ton officiel, m'avait dit un mot. Là, il y a une difficulté de lecture, c'est que le livre est assez ancien et le terme ici mot aurait pu être confondu avec un moi, ou ce moi qui et les yeux qui ont de la peine à suivre. Je reviens à ma lecture. Marino, sur un ton officiel, m'avait dit un mot de cette cérémonie des morts, rituel de l'amirauté. Et l'observateur auprès des forces légères ne pouvait sans scandale s'en dispenser. Donc l'observateur auprès des forces légères, c'est lui. C'est un rôle un peu ambigu. Il y a une sorte d'espion officiel ici. Je m'habillais en maugréant. Au surplus, je n'arrivais pas à me persuader qu'il s'agit d'une simple corvée.
Marino y figurerait cette cérémonie éveillait en moi une vague curiosité. La route sous nos pas par ce matin de gel sonnait dure et légère. Fabrizio me guidait. Le cimetière de l'Amirauté, perdu dans les étendues de joncs, était distant de quelques centaines de mètres à peine. Un soleil lavé resplendissait sur les Syrtes. Un soleil lavé. On voit bien l'image, cette impression qu'il n'y a plus une brume, que tout est clair. Un soleil lavé resplendissait sur les Syrtes. Cheminant aux côtés de Fabrizio, drôlement guindé dans son plus bel uniforme, mon humeur redevenait plus égale. Par ce matin sec et craquant de givre sur la bonne route, on goûtait au vif plaisir à n'être pas mort. Nous nous taisions. Fabrizio me jetait de temps en temps un regard de côté. Visiblement, sa curiosité cherchait un biais pour m'accrocher. Nous passâmes un petit tertre d'où l'on découvrait la mer. Tu as dû entendre les grèbes à la pointe des sables. Il paraît qu'il y en a des milliers et que l'hiver va être froid. Giovanni dit qu'il n'en a jamais vu autant que cette année. Oui, nous sommes passés à la pointe des sables, si tu tiens à le savoir, et tout près de la côte, à toucher si cela peut te faire plaisir. Je commence quand même à lui parler, à lui raconter l'expédition de la veille, quand il avait cru voir une navette peut-être ennemie. Ils ont fait une expédition vers non pas les côtes opposées, mais en restant près des côtes, mais sur la rive des Syrtes, sur le rivage des Syrtes, mais en observant peut-être un peu plus ce qui se passait au loin. Continuons donc l'interrogatoire que subit notre personnage principal, notre narrateur Aldo. Je sentis à mon tour la démangeaison d'attaquer Fabrizio. Qu'est-ce qui te faisait dire ce matin que nous n'avions sûrement pas passé la ligne des patrouilles ? Fabrizio prit un air de componction. Marino n'y consentirait jamais. Il ne faudrait pas le connaître. Est-ce que tu l'aurais passé, toi, par hasard ? Il paraît, une fois. Là, tout d'un coup, il suscite évidemment la curiosité, il crée son effet, l'attente, le suspense. Visiblement, ce souvenir ne paraissait pas spécialement agréable à Fabrizio. Et il t'en a cuit ? Ah, Seigneur Dieu, quel tapage ! Marino était dans tous ses états, et ce ton sec qu'il prend dans les grandes occasions a vous gelé le sang. Je n'en menais pas large, je te le jure. Vous êtes un gamin sans cervelle, incapable de mesurer la portée de ses actes. Tu vois le genre ? Le tonnerre, quoi. Je t'assure que je ne suis pas à la veille de recommencer. Naturellement, je te confie cela en ami. Inutile que tout cela revienne au bureau. Ta confiance m'honore. Moi aussi, qu'est-ce qui pouvait... Mais aussi... J'ai envie de lire moi à peu près partout. Je remplace moi par mais par moi, mais aussi. Mais aussi, qu'est-ce qui pouvait te pousser à une pareille sottise ? Fabrizio prit un air contrit. Qu'est-ce que tu veux ? Je sortais le redoutable pour la première fois. J'étais très fier de moi, tout seul sur la passerelle. J'avais envie de faire un éclat. Avoue que c'est drôle aussi, que ce n'est pas naturel pour un marin, ce bateau de guerre qui passe son temps à donner du nez le long des vasières, quand on pourrait aussi bien prendre la mer par le travers. Et tu l'as pris ? Oui. J'avais envie de perdre un peu de vue les vasières. Alors, j'ai fait prendre la route plein est. Les vieux maîtres d'équipage faisaient une drôle de tête. Une drôle de tête ? C'est difficile à dire, mi-figue, mi-raisin plutôt. Ils ne savaient qu'en dire.
Ça les changeait, tu comprends. Ça les désorientait de perdre de vue leur roselière. Fabrizio resta un instant comme rêveur. Mais j'ai l'impression qu'avec le temps, ils y auraient assez vite pris goût. Il ne faut pas se fier aux habitudes. Ils s'ennuient quelquefois au Sirte, tu sais. Je fixai soudain Fabrizio les yeux, dans ma voix l'accent brûlant de la provocation. Tu as pensé quelquefois à la côte d'en face? Fabrizio s'arrêta, interdit, moins sensible, je pense, à ma question qu'au ton d'âpreté qui me mordait les lèvres. Non, je n'y pense guère. Je n'avais rien en tête, tu sais, c'était une escapade de collégien. La guerre du Farguestan ne me fait pas bouillir le sang, je t'avoue. Reconnais avec moi que c'est du refroidi. Ce sont des sauvages, bon, mais qui, après tout, nous laissent bien tranquilles. Note que je suis prêt, comme tout le monde, à les recevoir comme il faut s'ils revenaient. Quelle journée, Aldo! Tu imagines ce vieux redoutable crachant le feu sur les lagunes, un spectacle à ne pas manquer, genre du feu d'artifice de la Saint-Jude. Dommage que ce ne soit bon qu'à faire des contes pour les nourrices. À Orsena, ce serait au moins distrayant. On voit que la guerre devient la distraction qui ferait en sorte qu'on s'ennuie moins. Tu le prends du bon côté. Je n'en pense pas si long que toi, Aldo, c'est tout. Ce qui est passé. Veux-tu que je te dise? Le Farguestan, c'est comme croque-mitaine. C'est bon maintenant pour faire peur aux enfants. Ce n'est pas si peu de choses. Fabrizio se boucha plaisamment les oreilles. Ah, voilà tes grands raisonnements. Tu y penses, toi, je le sais, tu n'as pas besoin de me le dire. Cela m'arrive. Mais tu n'y penses pas comme moi quand cela t'arrive. Comment cela? Moi j'y pense comme à une terre en face, comme les autres, une terre comme toutes les autres terres. Toi, tu en fais un vice. Tu y penses pour toi, tu en as besoin. Tu l'inventerais à l'occasion. Tu inventes croque-mitaine pour te faire peur. Tu inventes croque-mitaine. Croque-mitaine, ces personnages qu'on invente pour faire peur aux enfants, ils se l'inventent pour se faire peur à soi-même. Il y a un désir de peur, un désir du danger, un désir peut-être même de guerre, ici. Fabrizio mit sa main en abassant sur sa bouche et avec une mimique grotesque se tourna vers le côté de la route en chuchotant. « Qu'est-ce qui te prend ? Je confie le grand secret au roseau comme Midas. Aldo a inventé le Farguestan. Aldo a inventé le Farguestan. » Et des petits tirés à l'intérieur du mot Farguestan. Fini ces singeries. Je ne voulais pas te vexer, après tout, chacun ses lubies. Et tu n'es pas le seul à y penser. Vraiment. Fabrizio redevenait sérieux. Marino y pense aussi. Ce doit être une épidémie. Il y pense plus que toi, peut-être. Tu crois? Oui, je vais te dire, j'ai remarqué une drôle de chose. Un jour, j'avais une soirée vide. J'ai cherché dans la bibliothèque un ouvrage sur le Farguestan. Je n'en ai pas trouvé un seul. Et pourtant, il y en a plusieurs dans le catalogue. Ils n'y sont pas. Giovanni m'a dit où ils étaient. Ils sont tous dans la chambre de Marino. Et après, j'avais pris, sans même m'en rendre compte, un ton extraordinairement déplaisant. Devant Fabrizio, je défendais soudain un allié. Après, rien. Si tu le prends sur ce ton-là, je croyais que ça t'intéressait. Personne ne veut te voler le Farguestan. Tu sais, ajouta-t-il dépité. Mais de l'humeur de Fabrizio,
je ne me souciais guère. J'évoquais la voix coupante de Marino, cette voix à moi si familière. Vous êtes un gamin sans cervelle, incapable de mesurer la portée de ses actes. Le cimetière s'élevait sur une éminence qui dominait la mer, une grossière enceinte carrée de murs bas, balayée de bout en bout par le vent du large et toute remplie du froissement de houle des roseaux. Les durs alignements à l'équerre des tombes sans fleurs, la nudité froide des allées sans arbres, l'entretien méticuleux et pauvre de cette nécropole réglementaire mettaient sur ces fosses perdues un surcroît de tristesse morne et revêche que n'ont pas les tombes isolées du désert. Là tout d'un coup, on plante un décor terrible. Une nausée serrait le cœur devant ce vide administré, où l'idée même de la mort eût fait surgir quelque chose de trop vivant. On sentait que 3 siècles de corvées anonymes s'étaient relayés, absorbés à leur tour dans l'anonymat des sables, pour égaliser là le lieu du parfait effacement. Ils pourrissaient à l'alignement, les défenseurs d'Orsena. Et cette image, ils pourrissaient à l'alignement, même dans la mort, même dans le pourrissement. Ils sont alignés, ils sont aux ordres. Comme s'ils avaient pu voir émerger de ces marécages, dressant ses 100 000 bras au port d'armes, la forêt patiemment arc-boutée des pilotis qui soutenaient la ville. J'avais là, sous les yeux, en perspective cavalière, 3 siècles des fondements de la patrie. Les corps bus par le sable, l'un coiffant l'autre, dans un aplomb rigoureux, enfonçaient sous la terre à coups répétés de masses pesantes et molles leurs forêts de piliers verticaux. Le génie sinistre de la ville, jusque dans ses confins extrêmes, transparaissait dans la mutilation patiente qui, de tant de vie neuve et naïvement foisonnante, par un élagage acharné, avait taillé cette charpente ajustée, cet emboîtement funèbre. Il y a vraiment dans ces passages descriptifs quelque chose d'assez extraordinaire, dans l'utilisation extrêmement précise des adjectifs et dans cette manière de les coller à des noms qui souvent ne sont pas ceux avec qui on les colle habituellement, comme cet emboîtement funèbre. Génération après génération avaient usé leur vie à se mortaiser à leur alvéole exact, à se calibrer aux mensurations du trou prévoyant qui s'approfondissait pour elles dans les sables. Quelque chose d'une terrible précision et quelque chose d'assez horrible dans ce qui vient d'être dit ici. Génération après génération avaient usé leur vie à se mortaiser à leur alvéole exact. On passe sa vie à se préparer à être exactement là, dans ce cimetière, à cet endroit, à prendre la forme de son tombeau, à se calibrer aux mensurations du trou prévoyant qui s'approfondissait pour elle dans les sables. La ville vorace se maintenait à fleur du sol à la cime vertigineuse d'un jardin de monstres, d'une charpente d'ossements rabotés vifs. Elle durait, une mince membrane vive, tout entière devenue folle, tout entière en proie à une nécrose géante, usant jusqu'à la dernière goutte de ses humeurs à sécréter de l'os, à étirer sous terre dans une verticale de cauchemar, une de ces formidables carcasses que couchent à plat les aires géologiques. Cependant, que nous parcourions distraitement, Fabrizio et moi, ces allées mornes, une petite troupe en armes s'était massée silencieusement à la porte du cimetière.
un peloton de débarquement, une partie de l'équipage du Redoutable et un détachement d'ouvriers agricoles, reconnaissables à leur geste gauche et à leur tunique salie par les tables où s'accrochaient encore des brins de paille. Un commandement bref retentit, la troupe présenta les armes et Marino descendit de cheval devant la grille. Nous le saluâmes à l'entrée. Pesant et lent, dans ses bottes d'uniforme, l'air d'un paysan habillé, le capitaine avait accroché à sa vareuse grise la médaille de la valeur, une distinction rarement accordée par la seigneurie. Il nous entraîna de son pas lourd vers le fond du cimetière. Enchâssé dans la maçonnerie récemment refaite, un pan de mur vétuste se dressait là, gardant encore à l'un de ses angles les armes et le millésime de l'entrée en charge du podestat qu'il avait élevé. La marque sobre et orgueilleuse de la ville éclatait sur ce mur nu qui portait seulement, fascinant le regard comme l'œil d'une cible, les armes d'Orsena et l'étrange devise où se pétrifiait son génie sans âge. In sanguine vivo et mortuorum consilio supersum. Les troupes se rangèrent devant le mur, une double file grise qu'éclaboussait de rouge la bannière de Saint-Jude. Le doyen des maîtres d'équipage présenta à Marino une couronne de myrte et de laurier des Syrtes. Le capitaine, ployant la taille à grand-peine, la plaça debout au pied du monument et, se relevant, retira sa casquette d'uniforme. Il y eut un instant de silence morne. Dans l'immobilité approfondie bougeait seulement cette touffe de cheveux gris dépeignée par le vent de mer, vaguement vivante. Au pied du monument, je remarquai soudain, dans le silence ensommeillé, une longue coulure sale qui tachait la pierre et venait rejoindre une litière spongieuse de feuilles noircies. Les couronnes fanées glissaient d'une année à l'autre à ce coussinet absorbant, évoquant une douce continuité pourrissante où l'emblème se reconnaissait. Une douce continuité pourrissante. Voyez, le mot continuité avec douce et pourrissante qui l'accompagne des deux côtés, où l'emblème se reconnaissait. Cet humus approvisionné réjouissait les narines augustes. Même en symbole, Orsena continuait à fabriquer de la terre de cimetière. Évidemment, tout cela est écrit après les massacres de la Deuxième Guerre mondiale, dans une ambiance de cimetière omniprésent. Et il y a quelque chose de cette ambiance-là qui est présente dans cette histoire, qui pourtant se passe dans un lieu difficile à situer, dans un temps lui aussi difficile à situer, mais qui reste totalement d'actualité. Ce fut à cet instant que, dans la déflagration brusque d'une bourrasque, les trompettes sonnèrent. Un vieil hymne d'Orsena, un air des temps héroïques où passaient les brocards roides, les tiares barbares, les traînes hiératiques sur les degrés de marbre, le cinglement d'ailes des flammes triomphales, les soirs rouges pleins de galères laissant flotter des voiles sur la mer. Un déchaînement splendide et noble, pareil au déploiement à longs plis, l'un après l'autre, d'une interminable et raide draperie de sacre où jouaient les moires impalpables de l'Orient. Une douce foudre tombait en pluie d'argent sur le cimetière. Longues, brèves, longues, les notes se poursuivaient en appels surhumains, en coulées de joie chaude et rouge, étouffantes comme un caillot de sang. Elles cessèrent enfin, comme on rallume les lumières. Rien n'avait bougé.
jusqu'aux limites de l'horizon, les syrtes s'étendaient grises et ternes. La couronne pendait toujours à son crochet. Les doigts embarrassés de Marino tournaient sur le bord de sa casquette. Sur les tubes de leurs instruments, avant de les remettre dans leurs étuis, les trompettes roulaient les drapelets aux armes de la ville, comme on replie un parchemin illisible. Tout ça n'a rien changé, toute cette cérémonie héroïque qui rappelait la gloire du passé n'a, au fond, rien changé à un présent vide. Il y eut un déjeuner d'apparat à l'amirauté, où Marino avait convié par diplomatie quelques-uns de ces éleveurs riches qui formaient pour notre main-d'œuvre volante la plus solide clientèle. Leur manière ronde et rustaude et l'excès de cordialité que déployait Marino me déplurent. Quelques maquignonnages s'embauchèrent au dessert qui me mirent les nerfs à vif, encore que j'eusse les preuves que Marino administrait sa petite troupe avec la plus scrupuleuse honnêteté. Le faste de la réception atteignit son comble quand il leur proposa une visite de la forteresse. Le roi Soleil, à court d'argent, menant promener les traitants dans le parc de Versailles, ne m'eût pas plus scandalisé. J'envoyai sceller mon cheval et m'excuser en me prétendant malade. Je l'étais presque réellement. L'idée de ces bottes mal récurées, de la paille de l'étable et traînant sur le pavé noble m'écœurait. Il y a quelque chose qui montre la classe sociale du personnage. C'est un noble. Il y a un mépris pour ces paysans qui viennent souiller ce lieu qui pourtant est totalement désuet. J'y voyais un vague sacrilège. Fabrizio ne fut pas dupe et s'arrangea pour me croiser comme je quittais la salle. « Tu n'oublies pas que c'est le jour des Aldobrandi. On compte absolument sur toi ce soir. La voiture part à 6 heures. »« Au diable cette engeance !» lui chuchotai-je, emporté par un mouvement de colère que je ne pouvais plus maîtriser. En cet instant, Vanessa même s'agrégeait à la troupe sordide. Un de ces civils, le mot civil est mis en italique ici, évidemment, on est dans un cadre militaire, les civils, une sorte de masse informe, mais désagréable. Pour qui j'en voulais tant à Marino de se montrer prévenant. Tu es devenu fou allié, je pense. Fabrizio fit son haussement d'yeux et d'épaules éloquent du matin. J'esquivai un peu brusquement le sermon en aparté et courus aux écuries. J'avais hâte de me sentir seul. J'avais devant moi un long après-midi de beau temps que je me décidai à en profiter, pour une visite longtemps remise aux ruines éloignées de Sagra. Allez, voilà, ces ruines de Sagra qui sont le titre du chapitre, donc les ruines éloignées de Sagra. Évidemment, lieu où la solitude est presque nécessaire. Giovanni m'avait parlé de cette ville morte, où l'avaient entraîné parfois ses randonnées de chasseurs, comme d'une espèce de sous-bois pétrifié, d'isolement sauvage où l'on pouvait, paraît-il, tirer le gros gibier au coin des rues. Cette perspective de solitude m'agréait. Le soleil brillait haut encore dans le ciel. J'enfonçai une carabine de chasse dans mes fontes et me mis en route. La piste à demi effacée qui sinuait entre les joncs et conduisait aux ruines traversait une des parties les plus mornes des Syrtes. Les roseaux à tiges dures qu'on appelle l'ylve bleue, verdissant au printemps pour une courte période, sec et jaune tout le reste de l'année, et qui s'entrechoquent au moindre vent avec un bruit d'eau léger, croissaient là en massifs épais, et nul défrichement n'avait jamais entamé ces terres déshéritées. J'avançais par l'étroite tranchée qui coupait les tiges sèches, dans un froissement d'osselets, qui faisait vivre sinistrement ces solitudes, distraites seulement de temps à autre par une échappée de vue,
à ma gauche, sur les lagunes ternes comme une lame d'étain, et bordée d'une langue jaune où mourait avec indécision le jaune plus terne encore de ces chaumes obsédants. Et pourtant, la tristesse même de ce soleil flambant sur une terre morte ne parvenait pas à calmer en moi une vibration intime de bonheur et de légèreté. Je me sentais de connivence avec la pente de ce paysage glissant au dépouillement absolu. Le plaisir du dépouillement absolu, de la solitude et du rien, du vide. Il était fin et commencement. Au-delà de ces étendues de joncs lugubres s'étendaient les sables du désert, plus stériles encore, et au-delà, pareil à la mort qu'on traverse. Derrière une brume de mirage étincelaient les cimes auxquelles je ne pouvais plus refuser un nom. Comme les primitifs qui reconnaissent une vertu active à certaines orientations, je marchais toujours plus alertement vers le sud. Un magnétisme secret m'orientait par rapport à la bonne direction. Bonne direction à nouveau en italique. On sent bien qu'il cherche quelque chose. On ne sait pas trop quoi, lui-même sans doute ne sait pas non plus trop quoi. Cependant le soleil déclinait déjà. J'avais marché de longues heures, et rien encore sur ces plaines découvertes n'annonçait l'approche des ruines dont je cherchais à deviner de loin la silhouette brisée sur l'horizon plat. Je marchais depuis un moment en direction d'un boqueteau isolé et assez dru qui bordait la lagune et vers lequel, à mon étonnement, se dirigeaient aussi les traces toutes fraîches d'une voiture qui paraissait avoir emprunté la piste étroite et fauché sur son passage les joncs dont j'apercevais partout les tiges brisées. Pendant que je me perdais en conjectures sur ce qui avait pu attirer Marino et ses lieutenants vers ce bois perdu, je perçus de manière distincte, à peu de distance, le murmure surprenant d'un ruisseau. Les joncs firent place à des arbustes entremêlés, puis au couvert d'un épais fourré d'arbres, et je me trouvai tout à coup dans les rues mêmes de Sagra. À coup le lieu se révèle à lui, mais de manière un peu inattendue, avec ce ruisseau, avec cette voiture qui est passée, quelque chose de plus vivant que ce à quoi on s'attendait peut-être. Giovanni n'avait pas menti. Sagra était une merveille baroque. Une collision improbable et inquiétante de la nature et de l'art. De très anciens canaux souterrains, par leurs pierres disjointes, avaient fini par faire sourdre à travers les rues les eaux sous pression d'une source jaillissante qu'ils captaient à plusieurs milles de là. Et lentement, avec les siècles, la ville morte était devenue une jungle pavée, un jardin suspendu de troncs sauvages, une gigantomachie déchaînée de l'arbre et de la pierre. Ce jardin suspendu, on pense au jardin suspendu de Babylone, cette merveille du monde, il y a quelque chose de ça, on assiste à un spectacle extraordinaire, là tout d'un coup. Le goût d'Orsena pour les matériaux massifs et nobles pour les granites et les marbres rendait compte du caractère singulier, de violence prodigue et même d'exhibitionnisme que revêtait partout cette lutte. Les mêmes effets de muscles avantageux que dispense un lutteur forain se reflétait à chaque instant dans la résistance ostentatoire, dans le porte-à-faux qui opposait ici un balcon à l'enlacement d'une branche, là un mur à demi déchaussé, basculé dans le vide, à la poussée turgescente d'un tronc, jusqu'à dérouter la pesanteur, jusqu'à imposer l'obsession inquiétante d'un ralenti de déflagration, d'un instantané de tremblement de terre. Là encore, on a tout d'un coup quelque chose d'absolument extraordinaire. Si on essaye de se représenter visuellement ce qui est décrit ici, ce ralenti de
déflagration ou cet instantané de tremblement de terre, c'est extrêmement difficile. Et en même temps, on a envie d'y être dans ce lieu-là. J'avançais saisi d'étonnement dans ce demi-jour vert où les branches immobiles laissaient couler une résille de soleil sur le pavé gras. Une humidité lourde traînait au ras du sol, couvrant les moellons d'un drapé de mousse qui feutrait les bruits, laissant teinter seulement le son très clair de l'eau qui filtrait partout, en ruisselait rapide sur les pierres, dans l'égouttement nonchalant qui suinte d'une fin de bombardement ou d'incendie. J'attachai mon cheval au chambranle à demi décelé d'une porte et me mis à errer au hasard par les avenues, trébuchant parfois sur un épais feutrage spongieux de feuilles pourries. Sagra, à l'évidence, n'avait été que très sommairement une ville, plutôt un comptoir banal, entrecroisant ces quelques rues en damier au bord de la lagune. Les rez-de-chaussée derrière lesquels on entrevoyait des arrière-salles solidement voûtées, les caves spacieuses sur lesquelles le pavage s'effondrait en bordure des rues, parlaient d'entrepôts et de boutiques. Quelques fantômes de villas cossues se profilaient tapis dans leurs jardins en délire, comme derrière une forteresse de broussailles. Mais la pénombre et l'immobilité close prenaient dans un cristal magique ces débris médiocres, une rêverie se dévidait au fil de ce bruit de fontaine qui semblait rappeler encore à leurs humbles besognes les occupants évanouis, renoués en guirlandes muettes autour du puits et du lavoir, ces gestes profonds qui font bondir au cœur comme un sentiment panique de la permanence de la vie. Une envie soudaine et inquiète me prenait de réveiller pour un instant les échos de ces rues, de héler quelques âmes qui vivent oubliées dans ce labyrinthe de silence. C'est à la fois foisonnant ce lieu, mais silencieux. C'est un lieu où l'on a vécu, peut-être même pas longtemps, un lieu presque neuf et complètement en ruine. Mais d'évidence, il n'y avait personne. Le jour commençait à baisser dans ces avenues très sombres, et j'allais me décider à repartir lorsque je crus discerner un léger bruit de vagues, et presque aussitôt déboucher à l'improviste au bord d'un bassin irrégulier d'eau clapotante qui avait été l'ancien port de Sagra. De grands arbres l'encerclaient qui faisaient traîner leurs basses branches sur l'eau, laissant tomber au milieu seulement du bassin une tache plus claire. Mais à demi cachée sous la retombée des arbres, une silhouette insolite accrochait les restes de lumière d'un reflet de métal. Le long du quai ruiné était amarré un petit bâtiment. Un geste instinctif me fit reculer sous le couvert des arbres, comme si j'avais senti à la seconde même qu'il était surtout important de n'être pas vu. Je me rappelais brusquement les traces de la piste, mais un autre souvenir me parlait à voix plus distincte encore. Dans cette silhouette vague, encore à peine devinée, quelque chose me rappelait l'apparition de la grève. Les fourrés, heureusement, poussaient épais au bord du bassin, et je gagnai un poste d'observation plus commode. Le bâtiment de dimension médiocre, et que je distinguais assez mal dans sa voûte de branchage, évoquait l'idée d'un bateau de plaisance, mais robuste, et assurément capable de tenir la haute mer. La poupe seule était distinctement visible, et je pouvais m'applaudir de ma prudence. Le tableau d'arrière ne portait ni nom ni trace aucune de l'immatriculation nautique réglementaire à Orsena. Est-ce que ce serait pas quelque navire du Fargueston, ce si mystérieux pays ennemi qu'on n'a jamais vu?
Je me sentis monter au cœur, avec la fièvre du chasseur, une espèce d'épanouissement intime qui me justifiait. J'avais barre sur Marino. Il y avait là quelque chose qui n'était plus dans l'ordre. Haussé sur la pointe des pieds, je braquais mon regard sur le bateau, presque à découvert, à travers les feuilles. Il me fascinait, comme une apparition fiévreusement espérée. Comme un gibier introuvable que jette sur vous soudain à le toucher, cerné pourtant de mystère, la lunette d'une carabine. Je le tenais à ma merci. Dans le silence de cette jungle, il eût pu sembler abandonné là si les cuivres brillants et les peintures fraîches n'avaient témoigné d'un entretien récent. Une seconde, je me sentis sur le point de céder à l'envie démesurée de sauter sur le pont et de m'éclaircir tout à fait sur ce qui ne pouvait plus manquer d'être une bonne prise. Lorsque je réfléchis tout à coup que le bateau pouvait être gardé de la rive, et j'essayais de sonder du regard, dans le jour maintenant très déclinant, les broussailles drues qui jaillissaient du quai descellé. Je distinguai alors un peu de distance sous les arbres, la silhouette d'une maisonnette à demi écroulée, et m'aperçus avec un dépit qui m'ôta toute envie de sortir de ma cachette, qu'un filet de fumée sortait des ruines. Tout d'un coup, on sent que peut-être il y a quelqu'un, mais qui? Évidemment, le suspense est intenable. Saura-t-on qui c'est? Pas sûr. Pendant que je réfléchissais aux moyens de tourner cet obstacle imprévu, j'entendis soudain derrière moi le hennissement malencontré de mon cheval se répercuter à travers le bois, et presque aussitôt la silhouette d'un homme, le fusil à la main, se détacha de la maisonnette. D'un pas incertain, l'air inquiet et indécis, il s'avançait comme par réflexe vers le bateau qu'il avait évidemment mission de garder, s'arrêtant par instant pour prêter l'oreille, et je pus l'entrevoir une seconde plus clairement dans une éclaircie des broussailles. Sa mise était celle des bergers des Syrtes, mais ce qui me frappa aussitôt vivement était quelque chose d'onduleux et de singulièrement souple dans la démarche, et surtout la teinte très sombre, presque exotique, du visage et des mains. L'ombre me dérobait déjà la silhouette à peine entrevue, brouillant une impression presque indéfinissable. Et pourtant, non, ce n'était pas le jeu d'une imagination enfiévrée par la surprise. Je croyais pouvoir jurer que c'était là quelqu'un qu'on ne se fût pas attendu à rencontrer dans les Syrtes. Après un moment de guet immobile, et avec la même rapidité onduleuse, l'homme, sans doute rassuré, se coula de nouveau dans les ruines. Le bateau était évidemment bien gardé, et il ne me restait plus qu'à partir. Je me glissai le plus silencieusement possible dans l'obscurité, jusqu'à l'un des fantômes de rue, et guidant mon cheval par la bride vers le tunnel de lumière diffuse qui marquait l'entrée des ruines, je quittai sans bruit l'intrigante Sagra. Je ne risquais pas de m'égarer dans cette nuit assez claire, et je rendis les rênes à mon cheval dès la tranchée de jonc qui devait me le ramener comme un rail à l'amirauté. Il y avait un lien évident entre la présence de ce bateau et les traces de la voiture, et plus j'y songeais, plus j'étais porté à chercher la clé de ces allées et venues clandestines du côté de Maremma. L'idée d'un trafic de contrebande venait à l'esprit, mais l'aspect de ce bateau de plaisance ne pouvait guère le confirmer. Sa présence à Sagra ne prêtait pas moins à 100 explications banales. Évidemment, lui, il aimerait bien que ce ne soit pas l'explication banale, mais évidemment, il y a plein de raisons possibles. Mais je me sentais une répugnance instinctive à les admettre,
Mes suppositions s'orientaient déjà d'elles-mêmes, se projetaient dans cette direction obsédante, où tout ce qui débordait le cadre de la vie banale tendait déjà pour moi à s'infléchir. Je ne pouvais plus me dissimuler l'importance excessive que commençait à prendre tout ce qui, de près ou de loin, se rapportait au Farguestan. Donc Fabrizio, dans le dialogue du début du chapitre, avait raison. Il avait été dans ma vie inoccupé à l'amirauté, d'abord l'objet d'une rêverie vague. J'avais cherché, comme l'appel du vide, un été à portée de ma main. Le sommeil d'effet d'Orsena, trop perméable à l'assaut de souvenirs obsédants, comme celui d'un vieillard mal défendu contre une longue mémoire, avait été la permission de mes rêves aventureux, et il était significatif que j'eusse en effet d'instinct traité ces rêves en rêves, et le Farguestan comme une figure complaisante que j'exhumais à mon gré pour l'y replonger du silence de la chambre des cartes. Au milieu de ce vagabondage inoffensif de somnambule, ma conversation du matin avec Fabrizio venait brusquement de m'ouvrir les yeux. Des brumes trop rassurantes s'étaient dissipées. Il y avait une côte devant moi où pouvaient aborder les navires, une terre où d'autres hommes pouvaient imaginer et se souvenir. C'était dans cette nouvelle perspective que j'étais porté à songer à un navire qui semblait prendre de si singulières libertés avec les instructions nautiques, que c'était ce qui m'engageait d'instinct à m'abstenir de faire part à Marino de ma découverte. Quant à la conduite à tenir pour le reste, je ne me sentais guère pressé de m'arrêter dès maintenant à un parti. J'avais depuis l'avant-veille le sentiment d'être en contact avec une chaîne d'événements qui m'avait pris en remorque. Ma découverte de Sagra était un maillon de cette chaîne, et tout en pressant mon cheval vers l'amirauté, aiguillonné par le pressentiment d'un proche avenir fertile en surprises, je me mis à songer de nouveau au signe d'appel que m'avait adressé Vanessa. Je commençai à regretter amèrement mon mouvement d'humeur. Brusquement, je pris le galop dans l'espoir que la voiture avait pu être retardée, et c'est fort dépité qu'en débouchant de la chaussée des lagunes, je me retrouvai au milieu de la lande vide et de l'amirauté déjà plongée dans la nuit. Et c'est ainsi que se termine ce chapitre des ruines de Sagra. Le chapitre suivant, c'est une visite. Est-ce que ce sera Vanessa? On le saura bientôt. Au revoir et à bientôt pour la suite de cette lecture du Rivage des Syrtes de Julien Grate.